était Johann Sebastian Bach, compositeur de la période baroque, cette période qui allait de 1600 à 1750. C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau numéro de musique classique. Bonjour, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Johann Sebastian Bach, souvent francisé Jean-Sébastien Bach, est un compositeur de la période baroque, comme je le disais tantôt, à présent considéré comme l'une des légendes de la musique savante et un père fondateur de nombreuses techniques de composition. Il n'était à son époque pas si connu que cela, sa renommée n'ayant jamais dépassé les frontières de l'Allemagne. Il n'avait qu'une petite notoriété et surtout en tant qu'organiste plus qu'en tant que compositeur. Sa musique fut vite oubliée car jugée trop avant-gardiste et ce n'est qu'à partir du 19e siècle que son génie est finalement reconnu et ses œuvres très largement interprétées. S'inspirant des techniques de composition italiennes et françaises si à la mode en son temps, il aura su créer véritablement une manière de faire germanique. De nos jours, il est considéré comme l'un des plus grands musiciens de tous les temps, si ce n'est le plus grand. Il s'illustre dans tous les domaines, sauf celui de l'opéra. Ses œuvres sont dédiées à la gloire de Dieu avant tout et non à la sienne. Fervent protestant luthérien, il signe nombre de ses manuscrits des initiales SDG en latin, Soli Deo Gloria, ce qui veut dire à Dieu toute la gloire. Johann Sebastian Bach naît en 1685 à Eisenach, en Thuringe, une province d'Allemagne qui fait partie des domaines du duc de Saxe-Eisenach. C'est même à Eisenach que réside la cour du duc, ce qui en fait une ville animée et favorise l'activité culturelle. Il est le dernier des 8 enfants de Johann Ambrosium Bach, trompettiste à la cour du duc. La famille Bach est une famille de musiciens professionnels depuis des générations et il grandit dans la musique. Son ancêtre, Veit Bach, aurait fui la Hongrie pour la Saxe afin d'échapper aux persécutions religieuses car il était protestant luthérien. Dans sa famille, la tradition était de former les enfants à devenir musiciens professionnels comme leurs parents. Son père décide de lui enseigner le violon dès qu'il est en âge de comprendre. Cependant, le jeune Johann Sebastian Bach se retrouve très vite orphelin après la mort de sa mère dès 1694, suivie de celle de son père en 1695. Face à cette tragédie, il se retrouve orphelin alors qu'il est à peine âgé de 10 ans. Il est alors recueilli dans la ville d'Ordruf, toujours en Thuringe, par son frère aîné, Johann Christoph, qui a tout juste 24 ans, se retrouve à exercer des fonctions parentales. Johann Christoph est lui-même organiste musicien professionnel, comme beaucoup de membres de sa famille. Il veillera à poursuivre l'éducation musicale de son jeune frère en lui enseignant personnellement le clavecin et l'orgue, alors qu'il poursuit par ailleurs ses études de violon. En parallèle de ses études musicales, son frère le fait inscrire au lycée d'Ordruf afin qu'il reçoive une culture approfondie. C'est là qu'il rencontre celui qui deviendra un ami proche pour la vie, le futur diplomate George Erdmann. Son amitié est une petite lueur dans un passage au lycée extrêmement dur pour le jeune Bach. En effet, il est le souffre-douleur de ses camarades de classe. Il aurait été non seulement brutalisé, mais intimidé, victime de nombreux actes sadiques, oui, et même sodomisé. Dans ses mémoires, il parle des bandes de jeunes adolescents qui font la loi au sein du lycée. Cette part de sa biographie a souvent été édulcorée, mais les travaux d'historiens ont permis de remettre en lumière l'enfer qu'il a vécu. À cause de toutes ces violences, il cumule 258 jours d'absence scolaire.
Les autorités elles-mêmes s'inquiétaient de l'état du système éducatif local et parlent de bandes de jeunes voyous qui font la loi, brisent les fenêtres, se saoulent et brandissent des poignards. Même un professeur jugé pour ses pratiques sadiques est finalement renvoyé après un scandale pour la ville. Face à cette enfance, il semble évident que le jeune Bach n'en est pas sorti sans traumatisme. Il y puisera même parfois la force de devenir le génie qu'il est devenu. Bach trouve son refuge dans la musique où il excelle véritablement. Son frère Johann Christoph lui laisse assister à la construction d'un nouvel orgue dans l'église où il travaille et cette expérience où il est même autorisé à toucher l'instrument le marque profondément. En 1700, lui et son ami George Erdmann reçoivent une bourse pour être admis en pensionnat dans une école religieuse qui accueille les élèves brillants ayant une belle voix mais pauvres. En effet, son frère, dont la carrière musicale n'est pas non plus exceptionnelle, a du mal à s'occuper de lui en plus de ses propres enfants. Il fait les 300 kilomètres qui le séparent de Lunebourg à pied seul, très enthousiaste. Et c'est sans doute pour lui un soulagement de quitter le lycée d'Ordorf. C'est ainsi qu'il quitte le duché de Saxe-Eisenach pour rejoindre un autre État allemand, la principauté de Lunebourg. À l'époque de Bach, l'Allemagne est divisée en une multitude d'États plus ou moins importants. C'est à Lunebourg qu'il est formé au chant et participe au chœur de l'église Saint-Michel. En parallèle, il reçoit un enseignement poussé dans les matières qui font un homme cultivé selon le jugement des personnes de l'époque, hein, c'est-à-dire la rhétorique, le latin, le grec et le français. Cela le dotera d'une culture bien plus poussée que la plupart de ses contemporains. Le français en particulier se révélera déterminant dans sa formation musicale, lui permettant d'échanger avec les autres auteurs français. Il en profite pour fréquenter assidûment la bibliothèque municipale et recopier les partitions des plus grands compositeurs de l'époque, tout en lisant leurs traités de composition. Il s'intéresse en particulier aux compositeurs français qu'il admire. Il entretient vite une correspondance avec le célèbre compositeur baroque français François Couperin, qui aimablement n'hésite pas à échanger avec celui qui n'est encore qu'un simple élève. C'est là aussi qu'il rencontre le compositeur français Thomas de la Selle, élève du célèbre Jean-Baptiste Lully. Passionné par la fabrication des orgues depuis son enfance, il en profite également pour recevoir un apprentissage dans ce domaine. Et il devient un excellent fabricant et réparateur d'orgues. De fait, toute sa vie, on l'invitera souvent à inspecter et à réparer les orgues de sa région. En 1703, finalement, il est brillamment diplômé de l'école de Lunebourg et il entame sa carrière de musicien professionnel comme la plupart des membres de sa famille. On dit d'ailleurs que les Bach se réunissaient parfois en famille pour parler de musique dans des réunions où l'on pouvait trouver jusqu'à 120 Bach musiciens professionnels, tous plus ou moins cousins. D'ailleurs, 5 des enfants de Johann Sebastian Bach perpétueront cet héritage familial en devenant musiciens professionnels à leur tour. Son premier poste est d'abord une place de violoniste dans l'orchestre de chambre du frère du duc Jean-Ernest III de Saxe-Weimar, dans la ville de Weimar. C'est là qu'au bout de quelques mois à peine, il s'y fait remarquer et qu'après une conversation où l'on découvre son talent avec les orgues, on lui propose la place d'organiste de l'église de Saint-Boniface à Arnstadt, en Thuringe. Un tout nouvel orgue vient d'y être construit et l'on recherche non seulement un organiste, mais quelqu'un qui soit à même d'en assurer l'entretien.
Le jeune Bach étant à même d'assurer les deux fonctions, il obtient tout naturellement ce poste. Une fois à Eichstätt, il a un salaire généreux, beaucoup de temps libre et l'accès à un orgue de très grande qualité. Malheureusement, son perfectionnisme le met en but à d'autres musiciens de l'orchestre de l'église, dont un bassoniste nommé Johann Heinrich Gersbach, dont il n'est pas satisfait des prestations. Finalement, cela dégénère en agression alors que le bassoniste se sent injurié, attaque publiquement Bach. Les deux hommes comparaissent devant le tribunal d'Arnstadt pour rix public et reçoivent un avertissement. Déjà en but à l'hostilité de ses collègues musiciens, Bach va assez vite encourir celle de son employeur. En effet, en 1705, il obtient un congé de 4 semaines pour aller voir le célèbre organiste Buxtehude jouer à Lübeck. Ce nom devrait rappeler quelque chose à ceux qui ont vu ma vidéo sur Handel. Oui, tout à fait. Il s'agit du même Buxtehude qui cherchait à marier sa fille. Et devinez quoi? Buxtehude propose également à Bach d'épouser sa fille en échange de sa succession, ce que Bach lui aussi refuse, la décrivant comme plus de première jeunesse, peu gracieuse et pas gâtée par la nature pour ce qui est du corps et de l'intellect. Quoi qu'il en soit, fasciné par le jeu du célèbre organiste, il reste 4 mois sur place à étudier sa manière de jouer. Son retour à Eichstätt est donc glacial alors que son employeur lui reproche son absence injustifiée. Il lui reprochait déjà de rajouter ses improvisations pendant son service durant la messe, ce qui dérangeait selon lui l'assemblée des fidèles. En 1707, il démissionne finalement de ce poste où il se sent brimé pour rejoindre le poste d'organiste de Mühlhausen, une petite ville de Thuringe, à 60 km d'Arnstadt. L'organiste de l'église Sainte-Blaise vient de mourir et le poste s'est libéré. Il peine cependant à se loger dans la ville qui a récemment subi un grave incendie qui a détruit de nombreux logements. Il doit finalement accepter un logement bien au-dessus de son prix habituel. À ses fonctions d'organiste, on le charge également de composer des cantates et de réparer l'orgue de l'église endommagée. C'est là qu'il compose ses premières cantates, bien qu'il ait déjà commencé à composer quelques autres œuvres sur son temps libre à Arnstadt. C'est cette même année qu'il épouse sa femme Maria Barbara, de qui il aura 7 enfants. C'est une soprano talentueuse dont il admire le timbre de voix, bien évidemment. Il se bat pour lui offrir une tribune pour son chant, bien que le clergé de l'époque soit très rétif à l'idée de laisser chanter les femmes et préfère souvent faire appel à des castrats. Mühlhausen était une ville du Saint-Empire, c'est-à-dire qu'elle pouvait avoir sa propre administration indépendante de la noblesse locale et ne rendant les comptes qu'à l'empereur. Le conseil municipal de Mühlhausen se montre très généreux avec Bach, lui octroyant des fonds importants pour la rénovation de son orgue, entre autres, et il édite à ses frais les compositions du musicien. Mais en 1708, les protestants luthériens majoritaires qui soutenaient les arts font face à une montée du mouvement des piétistes, des protestants plus extrêmes qui refusent les arts. La situation se dégrade peu à peu. Bach décide donc de quitter Mühlhausen. Il obtient un poste de violoniste et d'organiste à la chapelle du duc Guillaume Ernest Ier de Saxe-Weimar, dans la ville de Weimar. C'est une période très fructueuse pour la composition où Bach multiplie les chefs-d'œuvre dont sa magnifique toccata et fugue en ré mineur pour or. À cette période,
On lui attribue également comme élève le neveu du duc, le prince Ernest Auguste, un bon claveciniste, mais qui critique ouvertement la politique de son oncle le duc, ce qui met Bach dans une position embarrassante. Pour punir son neveu, en 1716, le duc, lui, interdit finalement de faire jouer des musiciens chez lui, ce que Bach ignore totalement, provoquant la colère du duc. Finalement, en 1717, le maître de chapelle du duc Guillaume Ernest meurt. Tout le monde à la cour du duc pense que Bach sera nommé le nouveau maître de chapelle du duché de Saxe-Weimar, et on le félicite déjà. Mais le duc, toujours en colère, nomme quelqu'un d'autre à sa place. Bach décide alors de démissionner et d'accepter un poste dans la ville de Köthen, la capitale de la principauté d'Anhalt. Le duc, l'apprenant, et sous le coup de la colère, le fait jeter en prison. Il y restera un mois avant que le duc calmé ne décide finalement de le libérer. Bach arrive finalement à Köthen en tant que maître de chapelle du prince Léopold d'Anhalt, ce qui est enfin une reconnaissance de son talent tant attendu. Le prince ardent, amateur de musique, entend développer la musique savante à l'allemande, sans copier sans arrêt le style des Français ou des Italiens. Il adjoint à Bach, à qui il confie cette tâche, des musiciens parmi les meilleurs d'Allemagne, dont un grand nombre sont recrutés depuis la cour de Berlin. En effet, le nouveau seigneur de Berlin, le roi en Prusse, Frédéric Guillaume Ier, n'a aucun intérêt pour la musique et a décidé de faire des économies en licenciant des musiciens parmi les plus talentueux du pays. Le prince Léopold d'Anhalt est un mécène généreux et amical, lui-même musicien amateur qui traite Bach en égal et lui laisse tout le loisir de développer ses compositions et de les faire jouer. Durant cette période, Bach peut vraiment s'épanouir et les chefs-d'œuvre se suivent rapidement. 1720 lui apporte cependant un rude coup avec la mort de sa femme, Maria Barbara, qu'il aimait tendrement. La solitude lui pèse et il se remarie finalement en 1721 avec la cantatrice Anna Magdalena Viquet, mais qui ne parviendra jamais à lui faire oublier sa première épouse. Elle lui donnera néanmoins d'autres enfants, dont le futur compositeur Johann Christian Bach, plus connu sous le nom francisé de Jean Chrétien Bach. En 1723, il décide finalement de quitter Köthen, où il a trop de souvenirs de sa première femme, Maria Barbara, qui lui déchire le cœur. Il accepte finalement un poste de cantor à Leipzig. Leipzig est une très grande ville de l'électorat de Saxe, gouvernée par un conseil municipal nommé à vie par l'électeur de Saxe pour le représenter. Malgré tout, le poste de cantor qu'il accepte est largement moins bien rémunéré que son poste de maître de chapelle à Anhalt. De plus, les autorités de Leipzig ne l'apprécieront guère, l'ayant choisi par défaut, alors qu'elles auraient préféré d'autres musiciens. L'un des membres du conseil municipal de Leipzig, résumant l'opinion générale de celui-ci sur Bach, aurait dit « Puisque l'on ne peut avoir les meilleurs, il faut prendre un médiocre ». C'est une affirmation que je trouve en tant soit peu très mal rémunérée dans son nouveau poste de cantor. Il doit également fournir un travail très important qui ne lui laisse que très peu de repos. Et l'use véritablement. Il doit écrire une nouvelle cantate chaque dimanche pour la messe, mais aussi enseigner le catéchisme, la musique et le latin aux enfants à l'école cathédrale, et bien sûr jouer de la musique. Fort heureusement, il est aidé par l'un de ses fils, Carl Philipp Emanuel. À cette époque aussi, sa femme, Anna Magdalena, également violoncelliste, compose de magnifiques suites pour violoncelle. Mais étant une femme, elle sait qu'elle ne pourrait pas les publier en son nom. Et elle les confie
à son mari, Bach, qui les publie sous son propre nom. Il se plaint des enfants turbulents de ses collègues aux talents musicaux médiocres après les excellents musiciens avec qui il travaillait à Köthen. Excédé, il jeta même au visage de l'organiste Korner sa perruque, lui disant d'aller se faire cordonnier plutôt que musicien. De plus, le conseil municipal, mécontent de lui, ne lui verse pas toujours l'intégralité de son salaire, déjà médiocre. De fait, il chercha sans arrêt à trouver une meilleure situation ailleurs, mais il ne retrouva jamais un poste aussi favorable que celui de Köthen. En 1736, cependant, il reçoit de l'électeur de Saxe, Frédéric Auguste II, l'un des plus puissants seigneurs d'Allemagne, le titre honorifique de compositeur de la cour de Saxe. Bien que ce titre ne s'accompagne pas d'une rémunération, il fut traité avec beaucoup plus de considération. C'est une forme de reconnaissance pour son œuvre. En 1747, c'est le roi de Prusse, Frédéric II, amateur de musique, qui sollicite de sa part une visite à la cour à Potsdam. Malheureusement, depuis 1745, il perd peu à peu la vue, ce qui finit par l'empêcher de travailler. En 1750, presque aveugle et désespéré, il fait appel à un médecin très connu, John Taylor, afin d'opérer ses yeux. Mais l'opération est un échec. Pour la petite histoire, il s'agit du même médecin qui opéra les yeux de Handel, et ce fut également un échec, comme je vous le disais dans ma vidéo sur Handel. Usé par l'opération, ne parvient pas à se rétablir et il meurt quelques mois plus tard. Après avoir soudain retrouvé la vue, le soir même, son organisme lâche et il meurt d'une crise d'apoplexie, une hémorragie du cerveau. Il avait 65 ans. Bach, bien que relativement peu connu de son vivant et quasiment oublié à sa mort, est à nouveau reconnu depuis la période romantique comme l'un des plus grands compositeurs de tous les temps. Sa maîtrise du contrepoint, cette technique baroque, est sans doute la plus magistrale existante. Si l'on ne devait retenir que quelques œuvres de ses éblouissantes compositions, on pourrait citer sa toccata et fugue en ré mineur pour orgue. 1707, les concertos brandebourgeois, 1721, son Magnificat, 1731, ou encore le clavier bien tempéré, 1742. Il était connu pour être un gros mangeur et un amateur invétéré de café. Ses dépenses de table sont particulièrement importantes et il aimait tant le café qu'il dédia une cantate à sa boisson favorite. La cantate BWV 211 célèbre le breuvage meilleur que 1000 baisers. Il eut une famille particulièrement nombreuse, avec pas moins de 20 enfants, dont beaucoup devinrent à leur tour musiciens professionnels. Voilà donc tout sur Johann Sebastian Bach, compositeur de la période baroque, cette période qui allait de 1600 à 1750. La prochaine fois, nous parlerons d'un autre compositeur, mais je ne sais pas encore lequel. D'ici le prochain numéro, je vous souhaite néanmoins de passer une agréable fin de journée et je vous dis à très très bientôt.